l'incubateur d'idées innovantes de l'Obvia. Donc, les processus d'ensemble et la méthodologie prospective. Donc, pour faire cette présentation sur l'incubateur d'idées innovantes de l'Obvia, on aura deux personnes, je crois. Ève Gaumont, qui est responsable du programme d'incubateur d'idées innovantes de l'Obvia, également candidate à la maîtrise en droit à l'Université Laval, récipiendaire d'une bourse d'appui à la relève de l'Obvia. Et Christophe Abrassard, qui est professeur à la Faculté de l'aménagement de l'Université de Montréal, co-responsable de l'axe environnement, ville intelligente, territoire et mobilité de l'Obvia. Je vous cède ma place. Bonjour à tous. On est ici aujourd'hui pour présenter l'incubateur d'idées innovantes, qui est l'un des volets étudiants de l'Obvia. Et comme Phil vous le disait tout à l'heure, la présentation aujourd'hui va se séparer en deux temps. D'abord, je vais vous présenter le processus global de l'incubateur, ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, nos valeurs. Dans un deuxième temps, le professeur Christophe Abrassard va nous parler du jeu de cartes prospectif, qui est une méthodologie intersectorielle innovante qui met en place depuis plusieurs années, puis qu'on a mis en œuvre à 2 reprises dans le cadre des travaux de l'incubateur. Mais avant de se lancer, concrètement, c'est quoi l'incubateur d'idées innovantes? Simplement, moi, j'aime le décrire comme un laboratoire où les étudiants peuvent se rassembler pour réfléchir ensemble aux manières de maximiser les impacts positifs de l'intelligence artificielle sur la société. Et quand je dis laboratoire, c'est un laboratoire tant sur la forme que sur le fond. C'est-à-dire que oui, on réfléchit à des projets, mais il y a aussi une réflexion, une expérimentation plus large sur la manière de travailler en interdisciplinarité pour faire de l'IA au service du bien commun. La première phase de cette expérimentation-là, ça a été la phase d'incubation, qui a eu lieu au cours de l'automne 2019. En tout, pendant l'automne 2019, on a tenu 9 rencontres avec les étudiants de la cohorte. Une de ces rencontres-là a eu lieu dans le cadre de la Fabrique, une école d'automne en innovation sociale, qui a permis aux étudiants de la cohorte de rencontrer près d'une centaine d'intervenants du milieu communautaire et de citoyens de la Ville de Québec. Cette rencontre-là leur a permis de s'imprégner des besoins des citoyens, de leur réalité, pour ensuite s'inspirer. Il y a aussi eu 2 ateliers de co-design, dont Christophe va vous parler tout à l'heure. Simplement dire à ce propos-là que ces ateliers-là ont fait intervenir 4 profs experts du domaine de l'IA. Experts qui provenaient du domaine du droit, de l'éthique, de l'intelligence artificielle et du design. Il y avait aussi un intervenant du 211, qui est un organisme communautaire de la région de Québec. Puis à travers ces 3 grosses journées de travail-là, on a aussi eu plusieurs petites séances d'incubation collaborative qui sont, en gros, des séances de travail plus courtes et entre nous, dans lesquelles on pouvait réfléchir. Si l'incubateur est un laboratoire, une exploration sur le processus, ça ne veut pas dire qu'on avance au hasard non plus. On s'est doté de 3 principes directeurs, 3 grands objectifs qui nous guident dans chacune des décisions qu'on prend dans le cadre de la poursuite du processus d'incubation. Ces 3 objectifs-là sont former la relève, notamment au travail en interdisciplinarité, s'engager pour le bien commun, tout en restant réaliste et modeste dans nos ambitions, puis collaborer avec le milieu communautaire. Je vais passer un peu plus de temps sur chacun de ces objectifs-là dans quelques instants, mais avant, je crois qu'il est primordial que je vous présente les étudiants de la cohorte. D'ailleurs, bon nombre d'entre eux sont dans la salle aujourd'hui. Je vous inviterai à vous lever, d'ailleurs. Bon, du moins, ils lèvent leur main, puis lors du cocktail, vous aurez l'occasion d'aller les rencontrer. Je pense que c'est un jeu qui en vaut la chandelle de leur parler. Donc, on a Émilie Guiraud, qui est étudiante en droit, qui s'intéresse aux questions éthiques et juridiques de l'intelligence artificielle. Lucas Delon, qui est étudiant en informatique, qui provient de Epitech en France. Kevin Bisson, voilà. Kevin, qui est un ancien travailleur social qui maintenant fait une maîtrise en philosophie sur l'altruisme efficace. Donc, il pourra vous parler avec passion, j'en suis certaine. William, qui est aussi étudiant en philosophie, qui lui s'intéresse à la propagande, les nouvelles formes de propagande qui émergent de l'intelligence artificielle et de la technologie. Justine Dima, qui est candidate au PhD en management, qui s'intéresse à la gestion des ressources humaines, gestion du changement dans un contexte de technologie et d'intelligence artificielle. Grégory, qui est un étudiant en psychologie et en intelligence urbaine, qui travaille sur un projet de santé durable pour les étudiants des campus universitaires. Khadija Essaïd, qui est experte en chatbot et qui est étudiante en administration et en système d'information organisationnelle. Sébastien Deblois, qui est étudiant en génie minier et en intelligence artificielle, qui travaille à mettre le reinforcement learning dans le cadre des mines. Et Pierre Bertipol, qui est étudiant en droit.
Puis on a aussi 2 nouveaux étudiants qui vont se joindre à la cohorte, pour lesquels on n'a pas encore de photos, mais qui sont dans la salle, qui sont Alexandra Préjean, qui est candidate à la maîtrise en philosophie, et Philippe Racicot, qui est à la faculté de sciences et génie. Donc, revenons-en à nos 3 grands objectifs. Comme je vous disais tantôt, l'un de nos objectifs, c'est de former la relève. Et ce sur quoi on met l'accent en matière de formation de la relève, c'est l'interdisciplinarité. Parce que la capacité de travailler en collaboration étroite avec des gens de plusieurs domaines, c'est une aptitude dont je crois qu'on ne peut pas se passer au jour d'aujourd'hui quand on s'attaque à des questions aussi complexes que l'intelligence artificielle. Mais c'est une aptitude, comme on l'a vu aujourd'hui dans plusieurs présentations, qui n'est pas innée. C'est une aptitude qui se travaille. Il ne suffit pas de mettre plein de gens dans un local qui proviennent de différents domaines pour que soudain, on ait de l'interdisciplinarité. C'est plus compliqué que ça, c'est un processus. Et je dois dire qu'on commence à y arriver au sein de l'incubateur à faire de la vraie interdisciplinarité. Pendant la dernière réunion, par exemple, on a eu des discussions sur la manière dont l'apprentissage non supervisé puis le clustering pouvait nous aider à favoriser la diversité. Pour arriver à ça, il fallait que chacun de nous ayons une compréhension assez poussée, assez bonne de concepts qui n'appartenaient pas du tout à nos champs disciplinaires d'origine. Il fallait que tout le monde ait une bonne compréhension de comment fonctionne un algorithme entraîné par apprentissage non supervisé. Et il fallait que tout le monde ait la même définition de ce qu'est la diversité. Ça peut avoir l'air simple comme ça, mais je vous assure, ce n'est pas tant que ça. Heureusement, on avait les travaux de la Déclaration de Montréal sur lesquels on pouvait s'asseoir et s'appuyer pour faire ça. Bref, d'être arrivé à avoir cette discussion-là, c'est un pas de géant par rapport à ce qu'on avait lors des premières réunions, où on était plutôt dans un paradigme de 2 solitudes. C'est-à-dire que soit les sciences sociales nommaient des problèmes sociaux et les gens en intelligence artificielle proposaient des solutions technologiques, ou au contraire, les gens en intelligence artificielle disaient ce que leurs algorithmes étaient capables de faire et les gens en sciences sociales flaguaient les risques. Pour arriver à faire ce passage-là du paradigme des 2 solitudes vers le dialogue interdisciplinaire, on a adopté plusieurs stratégies. D'abord, il a fallu se doter d'un langage commun. Autrement, et ça, j'imagine que plusieurs d'entre vous l'avez déjà vécu, on peut passer vraiment longtemps à discuter des biais en intelligence artificielle sans que tout le monde parle exactement de la même chose. Pour travailler à acquérir le langage commun, on a passé 2 rencontres à discuter notamment de ce qu'on considérait être le bien commun et de comment l'intelligence artificielle pouvait nous aider à y arriver. Grâce à ça, la cohorte a pu commencer à apprendre à se connaître puis à se comprendre aussi. Parce que j'aimerais mettre l'accent là-dessus. Il ne faut pas négliger l'importance d'être patient, de se donner du temps. On a aussi eu une formation sur l'intelligence artificielle donnée par la professeure Audrey Durand de l'Université Laval. Et puis, on a développé un lexique de l'IA auquel on peut se référer en tout temps lorsqu'on a besoin de se remémorer des bases techniques, des rudiments de l'intelligence artificielle. Grâce à ces stratégies-là, on a commencé à avoir un vocabulaire commun. Une fois ça fait, il a fallu aussi se doter de stratégies pour sortir de notre zone de confort disciplinaire, nous forcer à penser en dehors de la boîte. Pour ça, la méthode de jeu de cartes prospective, dont Christophe va vous parler tout à l'heure, est franchement intéressante. Le deuxième objectif qui nous guide, dans le cadre de l'incubateur, c'est de collaborer avec le milieu communautaire. Depuis longtemps, les OSBL au Québec ont pour mission d'assurer le bien commun au sein de la population. Ils ont développé une expertise pour ça. Ils pourraient probablement bénéficier du virage numérique, de l'intelligence artificielle, pour poursuivre cette mission-là et même pour aller encore plus loin. Mais souvent, ils n'ont pas ni les ressources financières, ni les savoirs techniques pour y arriver. Et même, ils sont assez craintifs à l'égard de l'idée même d'introduire la technologie au cœur de leur travail. Rassurer quant à la technologie, fournir un savoir technique, c'était le genre de défi auquel on pensait que l'incubateur pouvait s'attaquer. On a donc travaillé à mettre en place une collaboration avec un organisme communautaire de la région de Québec. Cet organisme-là, avec lequel on travaille, c'est le 211, qui est un service d'information et de référence pour les personnes vulnérables qui ont des besoins non urgents. Tout le monde connaît bien le principe du 911 ou même du 811 avec Info Santé. Le 211, c'est un peu la même chose, mais pour une autre niche de besoins. Le 211 vient en aide avec des personnes vulnérables comme des familles à faible revenu ou des nouveaux arrivants qui ont des besoins sociaux complexes. Il les met en relation avec des organismes communautaires qui peuvent les aider à répondre à ces besoins complexes-là. Une illustration concrète de ça, ce serait par exemple un aidant naturel
qui est un peu au bout du rouleau, qui a peur de perdre son emploi parce qu'il prend trop souvent des congés pour aller à l'hôpital avec sa mère. Le 2-1 l'a référé à un service de counseling spécialisé pour les personnes, les proches aidants. Puis ensuite, le référé lui a fait découvrir un service de transport pour aînés qui transporte et accompagne les résidents et les personnes âgées vers leur médecin de famille. Cette histoire-là, ce n'est pas une histoire que je prends au hasard, c'est une vraie histoire qui a été rapportée dans le cadre du rapport annuel du 2-1. Puis dans le rapport en question, l'homme témoigne que le 2-1, le fait d'avoir appelé au 2-1 lui a permis d'améliorer considérablement sa qualité de vie. Donc le 2-1, c'est un organisme qui a vraiment un fort potentiel de maximiser le bien commun. Mais il y a un des étudiants de la cohorte qui avait souvent eu affaire à appeler à cet organisme-là dans le cadre de son travail, qui nous disait que le service n'était pas parfait et qu'il pourrait bénéficier d'un certain tour de roue supplémentaire avec la technologie. C'est dans ce contexte-là qu'on a décidé de s'engager pour travailler sur le projet du 2-1. On a donc appelé avec le coordonnateur de la section capitale nationale du 2-1, qui a eu un grand enthousiasme à collaborer avec nous, puis qui a d'ailleurs été présent à l'un de nos ateliers de co-design. Donc, ce qui nous fait fin à notre deuxième objectif de collaboration avec le communautaire. Et finalement, notre troisième objectif, et non le moindre, c'est de s'engager pour le bien commun. Et quand je dis s'engager pour le bien commun, on demeure quand même modeste là-dedans, comme je vous le disais tout à l'heure. Parce que même si on croit que la technologie peut apporter un apport important pour le 2-1 et pour la société en général, on demeure quand même vigilant, critique, pour ne pas tomber dans une forme de technosolutionnisme selon lequel l'intelligence artificielle peut résoudre tous les problèmes du monde. On tente de réfléchir à des solutions hybrides entre le high-tech et le low-tech, puis de bien cerner les implications les implications sociales des technologies qu'on pourrait développer, pour s'assurer qu'il n'y ait pas des risques qui émergent a posteriori sans qu'on s'en soit trop rendu compte. Finalement, on essaye aussi d'éviter les écueils de l'optimisation du statu quo grâce à la prospective. Sur ce point-là, je vais laisser Christophe poursuivre. Alors, moi je suis intervenu en cours de route dans ce très beau projet. Donc, Ève et Lise Langlois m'ont invité à participer à cette démarche, notamment pour donner un appui méthodologique et capitaliser sur l'expérience de la Déclaration de Montréal, pour développer un jeu expérimental qu'on pourrait qualifier de jeu intersectoriel, et vous allez voir pourquoi, puisqu'il force à combiner, à mettre ensemble des approches et des savoirs très complémentaires. Alors, dans une démarche de design et de conception, souvent on connaît très très bien la phase de convergence qui consiste à mettre en place de la gestion de projet, du stage gate, du pilotage en qualité coût-délai. Et sur les projets d'IA sociaux ou social, il existe déjà une bonne méthode qui a été développée à Harvard qui s'appelle AI Blind Spot. Et on s'est dit, pour sortir de la boîte, pour se défixer sur ce qu'on connaît déjà et penser autrement, pour ouvrir des possibilités inattendues, cartographier des possibles, eh bien on pourrait mettre en place un exercice, une méthodologie qui permet de diverger, d'ouvrir les perspectives possibles. Donc ce sont des méthodes de prospective, de design fiction, de conception innovante, des jeux prospectifs qu'on va utiliser pour identifier des espaces de valeur responsables inconnus, intéressants, pour identifier ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, pour enrichir les options de la décision, puisque dans la phase de convergence, on est plutôt en décision. Là, on va être dans la conception des options de la décision. Alors, voilà, donc on a travaillé à mettre en place une phase de divergence avec des outils. Pour la déclaration de Montréal, dont je vais passer rapidement, l'idée c'était on partait d'une V0 de la déclaration de Montréal avec 7 principes éthiques. Et pour la mettre à l'épreuve, on a mis en place une méthode de divergence qui était d'écrire une vingtaine de scénarios sur l'IA au Québec en 2025 dans ce secteur du monde du travail, de la santé, de l'éducation, de la ville intelligente, de la vie démocratique, de la culture, etc. Qu'on a utilisé pour faire de la délibération prospective en 2025 et ensuite en backcasting pour se dire quelle stratégie, plan d'action, mesures on pourrait adopter dès aujourd'hui pour encadrer ces risques éthiques et faire en sorte qu'ils ne se produisent pas, idéalement. Pour l'incubateur, on a suivi une autre démarche qui n'est pas de partir de scénarios préécrits, mais de construire une sorte de jeu de cartes intersectoriel
qui réunit des familles de cartes complémentaires. Alors on a twisté un peu la méthode de la prospective stratégique, on a des variables qui vont structurer l'avenir avec des hypothèses d'évolution, une par ligne, et la construction de scénarios qui se fait par combinaison d'hypothèses d'évolution à 2025, 2030 ou 2050. Donc là, on a fait 4 familles de cartes: paradigme de service du 211, apprentissage et machine et data, figure d'usager, puisqu'on est centré sur les usagers et leurs expériences, et principe éthique de la déclaration de Montréal IA responsable. Alors ça donne ça. Voilà le jeu de cartes. Vous avez 4 familles de cartes, donc c'est une sorte de jeu sérieux. Les paradigmes d'assistance, je vais les passer famille par famille, les types d'IA et les données associées, les figures d'usagers, donc des sortes de personas, on va dire, et puis les principes éthiques. On a repris les principes de la Déclaration de Montréal. Donc on a pris 8 sur 10, mais donc ça nous donne un bon jeu de cartes, et l'idée c'est de tirer au hasard une carte de chaque famille pour arriver à une situation énigmatique qui pose un défi, pour l'entrepreneuriat social, pour l'imagination, en se disant quel pourrait être le dispositif, le service, les valeurs qui donnent du sens à ce tirage de cartes énigmatique. Donc c'est une sorte d'appel à la créativité collective. Donc ça fait 4 familles de 8 cartes. Si on fait une combinatoire, ça fait 8 puissance 4, ça fait 4096 parties possibles. C'est pas mal, on peut l'utiliser et répéter. Donc on a fait avec l'équipe environ 5 parties détaillées, où on a discuté tous ensemble avec des raisonnements. Je vais vous illustrer une partie pour exemplifier la démarche. Et voilà, donc ça permet de se poser des questions inattendues, questions qu'on ne se serait pas posées sans ce déclencheur. Alors et là c'est la famille de cartes la plus difficile et la plus importante, c'est de savoir comment on va problématiser des paradigmes d'assistance du 211. Donc on a utilisé une méthode de polarité qu'on utilise en design thinking ou en design de service, avec horizontalement un axe qui est déclencheur de la situation d'usage. Est-ce que c'est un modèle à gauche qui est réactif, c'est un appel de l'usager au 211 qui va déclencher le service, ou proactif, c'est-à-dire que sans même qu'une personne appelle, on va peut-être directement l'appeler. L'appel sortant du 211, ça serait quoi? Énigme. Verticalement, on peut s'appuyer en bas sur des connaissances et des faits actuels, ou en haut sur des inférences prédictives basées sur de l'intelligence artificielle notamment, qui vont nous permettre d'aider ou d'imaginer des propositions possibles. Alors dans ces 4 cadrans, il y a des cartes qui sont de l'ordre de l'existant qu'on va enrichir par des systèmes d'intelligence artificielle, et d'autres qui sont complètement disruptives. Alors voilà, donc quelques cartes plutôt existantes. L'assistance efficace, par exemple, si on a une personne répondante qui fait un stage d'été, qui est étudiant, et qui ne connaît pas bien les organismes auxquels on peut référencer quelqu'un qui appelle, peut être aidé par une IA qui va lui donner des conseils en cours de conversation. L'assistance empathique, si l'usager qui appelle est une personne issue de la diversité, qui est allophone, qui ne parle pas très bien français ni anglais, eh bien, est-ce qu'une IA peut donner un petit coup de main en même temps au fil de la conversation? Ou bien une assistance multi-étape. L'usager vit une situation complexe qui nécessite de conjuguer plusieurs services, et donc il faut designer très très vite une sorte de parcours d'assistance qui va passer par plusieurs services, plusieurs lieux. Donc c'est pas forcément facile pour une personne qui est une personne répondante qui n'a pas cette connaissance encyclopédique des endroits où on peut référencer un appelant ou une appelante. L'autre, c'est la communauté de soutien, le tiers aidant. Une personne est en situation de détresse mais ne peut avoir recours au service du 211. Un tiers sur le terrain constate cette situation et souhaite lui venir en aide. Donc elle va appeler pour elle le 211, etc. Donc là, on a plutôt des cartes qui sont qu'on a formalisées à partir de l'analyse des rapports du 211 existantes. Et maintenant, des cartes qui sont beaucoup plus disruptives. Aide à la narration de soi, comment dire l'indicible. Quelqu'un appelle mais n'arrive pas à formuler son besoin. Est-ce que un système d'intelligence artificielle en analyse du langage naturel peut aider par inférence à dire, à partir de quelques indices, quelques mots, formuler le problème ou aider la personne qui répond à formuler le problème dans la conversation. Le conseil préventif prédictif, vous appelez pour quelque chose, mais on détecte que vous avez sans doute un autre besoin et on va vous le conseiller. Alors, plus disruptif encore, l'appel sortant prédictif.
Vous acceptez de donner vos données, d'être connecté au 211, et puis sans que vous le sachiez, le 211 vous appelle pour vous proposer quelque chose. Donc c'est comme si Amazon envoyait des colis directement chez vous sans que vous les ayez demandés. Ils réfléchissent à ça. Alors, et puis ensuite, la communauté de socialisation. Dans une communauté, plusieurs personnes peuvent partager un même besoin et certains peuvent également avoir des besoins complémentaires sur un territoire. Eh bien, par clustering, par analyse des données, le 211 pourrait se dire, là, ça vaudrait le coup de fédérer une petite communauté de vie avec des acteurs complémentaires et susciter l'émergence de collaboration entre des groupes, des activités sociales, des usagers, etc. Voilà la manière dont on a construit des cartes, certaines issues de l'existant, de l'analyse des rapports, et d'autres beaucoup plus disruptives. Je vais aller plus vite là, pour les cartes d'apprentissage machine et l'origine des données, on a regardé des programmations, apprentissage supervisé, non supervisé, par renforcement, programmation simple. Et puis pour l'origine des données, on les a croisés avec l'origine des données, l'interaction avec les usagers, donc les conversations, les données personnelles des usagers, les smartphones, s'ils acceptent de partager leurs données avec le 211, les retours d'expérience du réseau, des partenaires, par exemple les centres d'hébergement. Et puis ça nous donne un certain nombre de cartes au croisement qui semblaient pertinents. Ensuite, des cartes d'usagers. Donc Simon a récemment été expulsé de son appartement où il vivait avec un chien. Comme tous les logements qu'il a visités refusent d'admettre les chiens, il dort depuis quelques nuits dans la rue. Ça peut être Serge est un homme célibataire d'une 50aine d'années qui vit en milieu rural. Il est d'un naturel bourru et déteste de demander de l'aide, même lorsqu'il en aurait besoin. Léa, qui est une adolescente discrète provenant d'une famille stricte, elle craint d'être enceinte, elle a déjà entendu vaguement parler du 211, mais connaît peu le service, etc., etc. Donc on a essayé d'avoir, là c'est la divergence, c'est-à-dire une variété des situations, des scénarios, des situations d'usagers qui pourraient appeler le 211. Et enfin, les principes de la Déclaration de Montréal, on s'est inspiré des principes de la version 1 qui a été publiée fin 2018. Alors voilà, ça nous permet de faire fonctionner aussi la Déclaration de Montréal. Et donc on a bien un jeu intersectoriel, puisque dans les paradigmes d'assistance, on est plutôt dans tout ce qui est sciences sociales d'accompagnement. Dans les types d'IA, on est en informatique. Figure d'usager, on va être aussi en sociologie ou en design de service. Et puis principe éthique, on est en philosophie. Et donc on force à une certaine combinaison de ces différentes disciplines. Alors, un exemple, là c'est un tirage de cartes où il y a le conseil préventif et prédictif qui a été tiré, l'apprentissage supervisé à partir des données de conversation, Louise, qui est une dame de 76 ans, les ordinateurs lui font un peu peur, elle a récemment appelé le 211 pour qu'on lui recommande des nouvelles formules pour faire la cuisine, et puis carte protection de l'intimité de la vie privée pour la Déclaration de Montréal. Donc on pige ces 4 cartes, et on arrive dans une situation qui peut être énigmatique. À partir de ça, quel type de service, comment on peut enrichir le 211 par une démarche d'innovation, d'entrepreneuriat social et par incluant l'intelligence artificielle. Est-ce que ça a du sens? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on arrive à une situation qu'on veut, qui est désirable, ou au contraire qui est si problématique qu'il faut l'exclure, et on saura pourquoi? Alors ce qu'on a utilisé, ce sont des petits posters pour codifier la conversation qui a été déclenchée par ces tirages de cartes, avec une vision. Alors on a repris l'idée d'une gazette de l'IA responsable le 10 janvier 2025. On demande de formuler une sorte de titre. Par exemple, là, c'est l'autonomie 2.0 pour les personnes âgées à domicile, une logique de bien commun. Pour assurer, alors je lis la réponse, pour assurer au maximum le maintien des personnes âgées à domicile en 2025, on se dote de dispositifs de détection prédictive des risques sur le thème de la santé mentale. Un petit article qui est le récit d'usager. Le 10 janvier 2025, Louise appelle le 211 pour rechercher un lieu de cuisine sociale et partagée. Le système d'intelligence artificielle qui assiste la répondante du 211 détecte une certaine incohérence dans le discours de Louise. Elle raconte des bribes d'histoire familiale un peu désordonnées et recommande une visite de son médecin. En plus de fournir à Louise une bonne adresse de cuisine collective, la répondante du 211 demande à Louise le nom de son médecin et elle envoie à ce médecin un rapport d'analyse du discours formulé par le système d'intelligence artificielle. Alors, aussitôt, controverse éthique, mais un organisme alerte sur le fait que Louise n'est pas informée
que la répondante est assistée d'une intelligence artificielle. Il y a un problème de respect de la vie privée pour les récits familiaux et d'effectivité du consentement libre et éclairé. Comment on informe qu'on est assisté d'une IA? Et controverse sociale, par ailleurs, un autre organisme souligne qu'on peut faire autrement. 3 petits points. Une personne du réseau, intervenant social ou un voisin aidant, pourrait rendre visite à Louise. C'est plus social et c'est low-tech, c'est très simple. Donc on met en concurrence, hein, d'une certaine manière, le projet qu'on est en train d'imaginer par des alternatives possibles. Ensuite, cette vision en 2025 nous permet d'imaginer un chemin entre aujourd'hui et 2025, 2025 on va dire, avec des partenaires clés à rassembler pour former une communauté d'innovation. Le 211 pourrait travailler avec le réseau de la santé. Des données manquantes qu'il faudrait réunir, par exemple les enregistrements des conversations pour constituer une base d'apprentissage. Des enjeux éthiques à approfondir autour de l'autonomie des personnes, qui doit être respectée et même renforcée. La participation démocratique, on pourrait avoir des audits publics sur les systèmes d'intelligence artificielle pour s'assurer qu'elles contribuent au bien commun. Et puis des recommandations d'encadrement, une fiducie des données, un audit public des algorithmes avant utilisation et en cours d'utilisation, la transparence sur la présence d'une SIA assistant les répondants, et puis comment garantir la protection de la vie privée, etc. Donc cette petite fiction nous aide à poser un certain nombre de questions et aide à guider en fait la réflexion sur cette case qui combine 4 cartes qui ont été tirées au hasard. Voilà, donc on a fait 5 parties et ces parties ont permis de déclencher des conversations en dehors de la boîte, on va dire, et ont aidé à structurer une divergence de réflexion qui maintenant pourront, on est en train de les synthétiser, vont aider à caractériser justement une thématique que l'incubateur va approfondir en mode, cette fois-ci, convergence. Voilà.